Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce spécial numéro élection présidentielle en Turquie. C'est le thème de notre débat de ce soir. La campagne électorale vient de prendre fin à 8 heures, heure turque. Les candidats attendent désormais le verdict des urnes, plus que quelques heures seulement nous sépare de la date fatidique de vote des Turcs, le vote le plus scruté, le plus attendu, scruté par l'étranger et attendu par la population turque. Ce scrutin dont la campagne a été rude constitue une sorte de test pour le président candidat Tayyip Recep Erdogan, attaqué par les médias occidentaux. Un test, un référendum. Qu'importe les termes, l'épreuve est à l'heure pour Erdogan qui se voit en difficulté pour la première fois depuis ses 20 ans de règne. Retour sur des élections foisonnantes et captivantes à plus d'un titre. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir Gamal Abina, expert en questions internationales. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et bien entendu, Monsieur Bayram Balci, spécialiste de la Turquie, docteur en sciences politiques. Monsieur Bayram Balci, bonsoir. Vous êtes avec nous donc en direct depuis Paris. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, messieurs, sans plus tarder, la campagne a pris fin cet après-midi. En principe, c'était 18h, heure d'Istanbul, heure de la Turquie. C'est un peu le silence électoral, en quelque sorte, qui jette son dévolu sur le pays. Ça n'a pas été facile pour Erdogan, cette campagne, monsieur Balci, d'autant qu'elle intervient dans un contexte, disons-le, plutôt délicat. Oui, effectivement, c'est une campagne très difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que le contexte économique, c'est surtout le principal obstacle à Erdogan, c'est que le contexte économique est un peu particulier. Il y a une crise économique, il y a une inflation, il y a un pouvoir d'achat des Turcs qui est en baisse depuis 2 ans ou 3 ans. C'est la première. Le deuxième, c'est que aussi les séismes ont eu quelques effets négatifs sur l'image de l'État, du pouvoir de Erdogan. Je pense que ça va entrer en ligne de compte pour les élections. Il y a aussi le contexte régional. Et enfin, je dirais aussi un autre facteur qui est fondamental, c'est que pour une fois, en Turquie, l'opposition est bien organisée, bien structurée, bien cohérente. C'est un bloc de 6 partis qui ont réussi à mettre de côté leurs différences. Et a priori, il y a des fortes chances quand même que cela les aide beaucoup à affronter Erdogan, qui effectivement est vraiment en difficulté. Tous les sondages et aussi l'impression générale en Turquie montrent qu'il risque vraiment de perdre les élections depuis, alors que cela n'était pas arrivé depuis une vingtaine d'années. Oui, très bien. Alors, Gamal Abina, Balci Bayram, avant de poursuivre notre débat, je vous propose d'abord de voir ce sujet signé Imen Merad et on revient au débat. Juste un petit retour pour connaître qui sont les candidats qui sont en lice aujourd'hui contre Erdogan. Plus de 60 millions d'électeurs turcs sont appelés ce dimanche 14 mai à aller aux urnes pour élire le nouveau président de la République ou reconduire Recep Tayyip Erdogan à son poste. 3 candidats, des urnes, un scrutin. La course au présidentiel bat son plein. 20 ans se sont écoulés sous l'ère de Recep Tayyip Erdogan, l'homme qui incarna la modernisation de l'islam, incontestablement leader, gouvernant la Turquie d'une main de fer dans un gant de velours. Fondateur et président du Parti de la Justice et du Développement, nommé Premier ministre en 2003, il amende la Constitution pour que le chef de l'État soit directement élu par les citoyens. Surpassant en longévité le fondateur de la République turque Mustafa Kemal Atatürk, il aspire à le supplanter également en estampillant la Turquie moderne à travers une ouverture économique pour attirer les capitaux étrangers, une main tendue aux Kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan et la levée de l'interdiction faite aux femmes voilées d'accéder aux universités, à l'armée et à l'administration. Des réalisations qui lui ont valu l'adoration de ses partisans. Face à lui, son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, ancien dirigeant de la sécurité sociale turque, économiste de formation et depuis 2010, à la tête du parti fondé par le père des Turcs Atatürk, le Parti républicain du peuple, candidat de l'Alliance nationale qui réunit 6 partis de l'opposition.
À travers un discours rassembleur, prônant la laïcité, Kılıç Daroğlu s'est aussi ouvert aux groupes autrefois mis à l'écart, à l'instar des Kurdes, au risque de déplaire à ses propres rangs. Révélant appartenir à la minorité religieuse des Alaouis, si il est élu, Kılıç Daroğlu deviendrait le premier Alaoui à occuper la fonction présidentielle. Le troisième candidat en lice au présidentiel est Sinan Ogan. Ancien député du parti du mouvement nationaliste, désormais allié d'Erdogan, âgé de 57 ans, Ogan est le plus jeune des candidats à la présidence. Soutenu par l'alliance ATA, un bloc de 4 partis connus pour leur position nationaliste, le Parti de la Victoire, le Parti de la Justice, le Parti de mon pays et le Parti de l'Alliance turque. Débutant sa carrière au sein du Parti du mouvement nationaliste en 2011, député de sa ville natale Igdir, comptant une importante population azerbaïdjanaise. Ogan a déclaré qu'une fois élu président, il renverrait tous les réfugiés et fugitifs, selon lui, qui volent l'avenir de la jeunesse turque. Faisant de la propagande, loin de proposer un programme plus large qui réponde aux problèmes réels du pays. Un discours qualifié de raciste, le discréditant auprès des votants. Enfin, en se retirant de la course à la présidentielle, Muharrem İnce, le chef du parti Memleket, pourrait bien permettre à la coalition de Kılıç Daroğlu de chambouler les scénarios. Serait-ce la fin d'une dynastie ou une dynastie sans fin pour Erdogan? Alors, sans plus tarder, nous allons, c'était un papier, donc je le rappelle, est signé Imen Mered. Sans plus tarder, nous rejoignons en direct notre envoyé spécial à Istanbul, Kherdin Batash. Kherdin, bonsoir. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Alors Kherdin, vous qui avez donc couvert plus ou moins cette campagne électorale, en tous les cas vers la fin de cette campagne électorale, comment vous pouvez nous faire, si vous deviez nous faire un résumé de la journée, comment s'est déroulée cette journée, cette dernier jour, ou ce dernier jour des campagnes électorales? Eh bien Leïla, tous les candidats étaient au starting block pour les dernières heures de la campagne électorale, donc ce samedi 13 mai, a commencé par le candidat président actuel de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui se trouvait ici même à Istanbul et qui devrait ne plus tarder pour rejoindre la mosquée Hagia Sophia, où je me trouve entend d'ailleurs le muezzin, je pour crois. observer la prière du soir. Oui, exactement. Et donc Recep Tayyip Erdogan a animé un dernier meeting auprès de ses partisans aujourd'hui. Il a tenu justement à renforcer ses arguments électoraux et de renvoyer la monnaie de sa pièce à Kılıçdaroğlu, qui n'a cessé de l'attaquer sur peut-être certains de ses points faibles durant cette campagne électorale, à savoir les questions économiques, la question des réfugiés syriens ou également, dans une moindre mesure, les dossiers géopolitiques. Kherdin, juste une deuxième question pour que je puisse vous libérer et que vous continuez ainsi à faire votre travail. Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Turcs aujourd'hui sont prêts pour affronter la journée de demain? Eh bien oui, les Turcs, je l'imagine, sont prêts. Ils s'apprêtent justement à partir de 8 h du matin demain à se rendre aux urnes pour exprimer leurs vœux électoraux et de choisir leurs candidats et leur futur président de la Turquie, leur pays, mais également leurs représentants en Parlement. Il ne faut pas l'oublier, il faut le souligner encore une fois. Ces élections sont des élections générales en Turquie, à savoir des élections présidentielles et des élections législatives. Le rôle du Parlement est important ici en Turquie, même s'il ne devrait pas avoir une grande influence sur la composition gouvernementale du candidat qui sera élu donc demain et après confirmation bien entendu des résultats. Donc on a été donc aujourd'hui au contact des électeurs, des Stambouliotes qui dans leur majorité semblent avoir déjà choisi leur camp, même s'il subsiste une petite frange d'indécis et d'abstentionnistes potentiels a priori, et qui ont été justement la cible de la campagne électorale durant les derniers jours des 3 candidats qui vont s'affronter demain aux urnes.
Est-ce qu'il y a, Kherdine, alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, est-ce qu'il y a des chiffres qui émanent un petit peu de certains sondages, parce qu'on sait très bien que dans pareil cas, il y a beaucoup de sondages qui sont faits? Eh bien, les sondages, oui, il y a des sondages. Alors, les deux principaux candidats, qui sont Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu, sembleraient être au coude à coude, même si les principaux instituts de sondage semblent être partisans. On a des chiffres qui sont différents d'un institut à l'autre, mais il ne semblerait pas d'ailleurs qu'il y ait un grand écart entre les deux candidats, si ce n'est qu'ils aient déjà distancé le troisième candidat qui est Sinan Ogan et qui ne devrait pas, quant à lui, dépasser les 5% d'après les derniers sondages que nous avons pu avoir ici à Istanbul. Merci beaucoup, Kherdine Bataş. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Istanbul pour couvrir les élections en Turquie. Merci. On vous retrouve dans nos prochaines éditions. Je retourne vers vous, messieurs. Gamal Abina. Alors, depuis les débuts de ces élections, Erdogan a été un petit peu, quelque sorte, la campagne des médias occidentaux, donc qui n'ont pas été avec le dos de la cuillère concernant donc Erdogan. Est-ce que vous pensez réellement que, comme disent certains titres, Erdogan est mis en difficulté cette fois-ci? Oui, absolument. Il y a plusieurs éléments qui concourent à cela, indépendamment des campagnes occidentales qui sont anti-Erdogan. On a bien compris. Ils ont un problème avec Erdogan pour les raisons géopolitiques, pour ses positions par rapport au Moyen-Orient, pour ses interventions en Syrie, en Libye. Ils ont un problème avec Erdogan par rapport à la question russe, puisqu'il a voulu être un intermédiaire de faiseur de paix, donc. Et ils ont un problème avec Erdogan parce que ce n'est pas un kémaliste avéré. C'est-à-dire que l'opposition se revendique de Mustafa Kemal, lui pas. Pas nécessairement. Il n'est pas opposé, mais c'est pas quelqu'un qui met ça en avant. Les valeurs d'Erdogan, c'est les valeurs plutôt pan-islamistes, pan-turquistes. Les valeurs des kémalistes, donc de l'opposition, c'est plutôt des valeurs séculières type jacobine républicaine turque, tout simplement. Et donc, on est dans deux visions de la Turquie différentes. Et l'Occident a une préférence, évidemment, pour les kémalistes, puisque c'est clairement le père de tous les Turcs, Atatürk, qui a été formé, quand même, faut pas l'oublier, en France, à la Sorbonne. C'est quelqu'un qui a des valeurs communes avec l'Occident, qui a occidentalisé le pays quand il est arrivé au pouvoir, et qui, effectivement, aujourd'hui, n'est pas perçu de la même façon avec Erdogan, qui se revendique de ce passé, mais avec une spécificité propre à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 4 ans de crise économique qui vont lui coûter cher, parce que son socle électoral, c'est pas nécessairement que des gens de l'AKP, c'est pas nécessairement que des conservateurs ou des gens de la ruralité, c'est aussi beaucoup de personnes qui ont été séduites par la réussite économique de la Turquie, qui s'est imposée très rapidement en 17e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, elle recule, elle est en 20e position, mais surtout, il y a une inflation galopante de 100% par an, ce qui est considérable. La lira turque a été divisée par 2, c'est un rapport de 1 pour 20. Donc c'est absolument délétère. Il reproche à Erdogan ses interventions en Syrie, et surtout les réfugiés, 3,5 millions de Syriens sur le territoire turc, qui sont mal perçus, les Afghans aussi. Il reproche à Erdogan évidemment la longévité, un pouvoir très long, 20 ans, avec une posture un petit peu la Atatürk de père de la Turquie, une sorte de père la morale, qui en même temps a été mise en difficulté tout de même sur les dernières élections municipales. Il a perdu tout de même Istanbul et Ankara, donc ce n'est pas rien. Donc Erdogan a une perception de la part de l'Occident qui est plutôt négative. On a vu les rapports qu'il a avec Macron sont délétères. Et de l'autre côté, il y a ce rapport très ambivalent avec la Russie, où il est capable d'affronter la Russie sur le Haut-Karabakh et en même temps de se mettre d'accord sur d'autres territoires. Donc Erdogan, c'est un personnage qui est haut en couleur, on le sait, c'est un personnage qui pose problème, et c'est un personnage qui a déployé la Turquie économiquement, mais aussi sur l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de relations multiples et variées avec Erdogan, mais c'est vrai que l'Occident le perçoit mal, le perçoit comme une sorte de nouveau... je dirais pas sous le mal maléfique, mais de nouveaux conquérants orientaux qui voudraient peut-être faire de la Turquie le standard du monde musulman et surtout du pan-islamisme. Alors, Bayram Balti, bien sûr, parmi les 3 candidats en lice, 2 seulement dominent les sondages, ce qui éloigne un petit peu Sinan de la course, plus ou moins, selon les sondages, bien entendu. Est-ce que vous pensez que le rival d'Erdogan aujourd'hui, Kemal Kılıçdaroğlu, a les instruments pour concurrencer ou pour détrôner Erdogan? Je pense que les chances de Kemal Kılıçdaroğlu de gagner les élections sont sérieuses pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est un bloc, une coalition de 6 partis politiques. Et l'avantage de cette coalition, c'est qu'elle est hétéroclite, elle est diverse et variée. Donc, du coup, de ce fait, elle peut se prévaloir d'être représentative de toute la Turquie dans sa diversité, parce qu'il y a une composante social-démocrate, donc le parti de Kılıçdaroğlu. Il y a une composante islamiste, donc il ne faut pas oublier qu'il y a 2 anciens
proches collaborateurs de Erdogan qui ont rompu avec lui, qui sont maintenant dans cette alliance, donc Ahmed Davutoğlu et Ali Babacan. Il y a aussi un parti nationaliste, donc de ce fait, ce qui fait la force de cette coalition, c'est qu'elle est unie face à un objectif commun qui est de faire tomber Erdogan. Il y a une véritable unité. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que Erdogan lui-même, lui aussi, c'est que ces dernières années, ça a été dit par mes collègues tout à l'heure, c'est qu'en fait, la situation économique n'est pas bonne. Il y a aussi le fait que le contexte régional a changé. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, ça crée une certaine lassitude. Et je rajouterai un autre élément qui est souvent oublié, c'est qu'en fait, ce qui faisait aussi les victoires, en tout cas en 2015-2016 de Kotiel, ce qui a fait la victoire de Erdogan, c'est que aussi le contexte régional était très tendu. Il y avait beaucoup de chaos au Moyen-Orient. Et quelque part, il a su se présenter comme le défenseur de la patrie en danger, une politique sécuritaire assez musclée. Et de ce fait, il a pu gagner les élections. Or, maintenant, la guerre en Syrie n'est plus aussi intense qu'avant. Il y a plus autant, à l'époque, il y avait des attentats de Daesh et du PKK d'une manière quotidienne, ce qui n'est plus le cas. Et de ce fait, je dirais que quelque part, les ingrédients, les éléments qui faisaient la victoire, qui alimentaient la machine électorale de Erdogan ne sont plus là. Et il y a des fortes chances, bon, bien évidemment, on peut se tromper, mais tous les sondages et surtout l'ambiance générale en Turquie montrent que il y a des fortes chances qu'ils partent. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça sera au premier ou au deuxième tour? On n'en sait rien. Il y a de fortes chances qu'ils partent. Il y a également de fortes chances qu'ils restent, puisque de toute façon, pour l'instant, les derniers sondages donnent quand même, en dépit de toutes les critiques occidentales, parce que je dis occidentales, il faut dire qu'à l'intérieur du pays, les médias ne sont pas très critiques vis-à-vis d'Erdogan, ou du moins sont très partagés. Gamal Abina, selon vous, est-ce que cette élection ne prend pas un petit peu des allures de plébiscite pour Erdogan? C'est-à-dire, cette fois-ci, s'il passe, ça sera vraiment le test de valeur pour le président sortant candidat. Ça ressemblera presque à une sorte de référendum, parce que finalement, il va perdre le Parlement. Oui. Le Parlement, il le perdra, c'est à peu près sûr, parce qu'il est très en difficulté sur le plan régional. Ce qui a fait de lui une star en Turquie, c'est d'abord la réussite économique, mais pas seulement. Il a aussi été victime d'une tentative d'assassinat où on dit les Goulen, mais en réalité, ça vient des États-Unis. D'ailleurs, c'est depuis cette tentative qu'on a attaqué l'économie turque. L'attaque de la lire turque vient pas de nulle part. Ça vient des États-Unis parce qu'ils sont très en colère du fait que la Turquie ait acheté, par exemple, des S-400 russes. Ensuite, il a échappé en 2016, le 15 juillet, à une tentative et il est passé pour un héros en appelant la population à empêcher à nouveau un coup d'État militaire. Il y en a déjà eu 4 dans l'histoire de la Turquie récente. Le dernier, c'était en 97 contre son prédécesseur Bakan, qui était aussi son père spirituel. Et donc, cette tension régionale, ça a été dit à l'instant, effectivement, a concouru à faire de lui une sorte de père protecteur de la Turquie avec des positions très fermes, effectivement, militairement. Et de l'autre côté, cette tension est en train de s'évaporer. Il a perdu, il faut être très honnête, sur la question syrienne. Il continue à soutenir l'approche d'Idlib, mais c'est ces derniers carrés qui restent des gens qu'il a envoyés en Syrie. Donc l'échec est consommé, il est obligé de se remettre en bon terme avec les Syriens. Il a reculé avec l'Égypte avec la perte de Morsi, il a reculé en Libye, même s'il reste encore à Tripoli le soutien principal, mais ça reste un recul. Et surtout, il n'a pas réussi, malheureusement pour lui, à obtenir des résultats probants par rapport à la guerre d'Ukraine. Donc Erdogan, le flamboyant, devient de moins en moins flamboyant aux yeux d'une population qui... Ça fait 20 ans quand même, c'est vraiment une génération complète qui n'a connu que lui. Et qui en même temps, avec l'usure du pouvoir, un discours un petit peu rompu, c'est vrai, mais qui se fatigue, l'a un petit peu décrédibilisé. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la Turquie avant Erdogan, c'est un pays qui avait honte d'elle-même, c'est une nation qui était honteuse, qui ne regardait pas son passé, qui n'était pas fière. Il y a une certaine fierté retrouvée, il faut leur reconnaître ses qualités. C'est vrai que les Turcs sont assez fiers de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est une grande puissance. C'est une puissance régionale qui compte. Ils ont su se rapprocher de l'Iran, ce qui est assez extraordinaire. Ils ont une très bonne relation au Qatar. Donc tous ces éléments sont positifs, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui Erdogan est très fragilisé. D'ailleurs, les sondages, même si on peut les critiquer, ils disent des choses. En 2018, il avait 4 points d'avance. Aujourd'hui, on le crédite de 10 points de retard. Donc il est probable que ce soit dans un mouchoir s'il devait passer, mais il sera en grande difficulté, surtout s'il perd le Parlement. Bien que le Parlement ne soit pas déterminant, il sera tout de même en grande difficulté pour pouvoir diriger un pays avec la même force qu'il avait à l'époque lorsqu'il passait systématiquement les élections avec une réussite éclatante à chaque élection. Alors, Bayram Balchi, je disais que c'était un plébiscite tout à l'heure avec Gamal, mais c'est également pour Erdogan, c'est une élection bilan quelque part, parce que de toute façon, il n'échappe pas à ce constat. Oui, je pense que, il faut attendre demain soir pour savoir s'il gagne ou s'il perd. Mais si demain soir il devait perdre pour faire son bilan, je dirais que son bilan est assez contrasté. Je pense qu'à son bilan, on peut me dire que sur 20 ans, d'une manière assez schématique, je dirais qu'il y a une première décennie qui est plutôt positive, parce que la Turquie, il y a une prospérité économique considérable, la Turquie devient un acteur régional important,
Il a su moderniser le pays. Il y a pas mal de réformes politiques qui ont été introduites. Il y a notamment l'abolition de la peine de mort, l'amélioration de la situation des minorités ethniques et confessionnelles dans le pays, la démocratisation, le rapprochement avec l'Europe. Ça, c'est la première décennie. La deuxième décennie, je dirais qu'elle coïncide avec le début des échecs des printemps arabes. C'est-à-dire qu'au début, quand il y a les printemps arabes, on a le sentiment que la Turquie avait le vent en poupe, qu'elle servait de modèle. Mais assez rapidement, avec la transformation des printemps arabes dans une espèce de conflit dans beaucoup de pays, là, en fait, on a vu à quel point la Turquie a sombré en Syrie. C'est à partir de là que, je dirais que la dérive autoritaire commence à partir de là, difficultés politiques commencent à se mettre là. Et je dirais que cette deuxième décennie, on a un Erdogan qui parvient à s'imposer, mais non pas par le soft power, par la séduction, par le côté positif, mais plutôt par une certaine politique beaucoup plus, je dirais, musclée. Et je dirais que pour faire un bilan, je dirais qu'il y a une première partie assez positive et une deuxième qui est plutôt négative. Mais il faut voir demain s'il gagne ou il perd. On verra ça demain soir. Bien sûr, on attendra les urnes. Gamal Abina, quels sont les enjeux que revêtent ces élections en cas d'éventuelle victoire de l'un ou de l'autre, de Kemal ou de Erdogan, pour l'étranger surtout? Alors, je vais être très clair sur un point. Déjà, pour l'élection, il est arrivé sur un tremblement de terre. N'oublions jamais qu'à l'époque, quand il gagne, il y a un État défaillant et le tremblement de terre était calamiteux. Aujourd'hui, à nouveau, malheureusement, par hasard, 50 000 morts, et c'est sous le mandat d'Erdogan que ce tremblement de terre s'est produit. Donc, c'est pas de sa faute, évidemment, mais malheureusement, la gestion, elle était. Mais ça joue contre lui. Oui, c'était hasardeux, ça jouait contre lui. D'ailleurs, s'en excusait. Il a demandé pardon à sa population parce qu'il connaissait la problématique qui s'est posée avec la spéculation immobilière. Vous allez en Turquie, je suis allé à Istanbul, c'est hallucinant. L'explosion de la construction est extraordinaire. C'est vraiment des villes internationales aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'arrière-pays est toujours un petit peu en difficulté en retrait. Donc, qu'est-ce qui se passerait pour répondre à votre question? Eh bien, pour ma part, je préférais, je ne vous cache pas, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je préférais voir Erdogan aux commandes. Parce qu'il y a malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquées, sur le plan régional, il n'a pas été bon jusqu'en 2016, mais après, il a changé de position. Il est devenu intéressant, il est redevenu un acteur un peu de modération. Et avec la proposition de paix, par exemple, qu'il a proposée entre la Russie et l'Ukraine, avec les investissements massifs avec l'Afrique, 40 pays desservis par Turkish Airways, qui est une grande compagnie, avec ce déploiement en Afrique, en Asie, ses relations avec évidemment les BRICS, puisqu'il demande aussi à faire partie des BRICS, tout ça avec cette rupture en demi-teinte de l'OTAN. Erdogan était un personnage intéressant, ambivalent, mais surtout qui a à cœur la réussite de la Turquie. C'est ce qui intéresse les Turcs en premier, c'est la réussite de leur pays. Donc là-dessus, il est plus intéressant que son parti opposé. Aujourd'hui, il s'insulte à n'en plus finir. On a entendu des histoires comme quoi Erdogan serait soutenu par les Russes, et de l'autre côté, l'opposition ne serait pas musulmane. Enfin, c'est ce genre de nom d'oiseau qui se lance. Mais en vérité, la vraie problématique, c'est est-ce que Erdogan sera meilleur ou pire que son opposition? Moi, j'ai le sentiment que dans sa politique actuelle, je précise bien, eh bien, il peut être certainement beaucoup plus intéressant d'avoir Erdogan aux commandes qui sera modéré et qui ne sera pas en rupture avec le Moyen-Orient et qui finira par retrouver le terrain de la raison, plutôt qu'un opposant qui va être en la rupture et qui va être totalement atlantiste. Donc la question qui se pose, est-ce que l'opposant sera atlantiste ou non? C'est probable. Et est-ce que la situation se dégradera? Probablement, parce qu'avec un opposant en commande, on n'attendra pas de négociation avec la Russie. Voilà, donc pour ce qui est des spéculations sur l'éventuelle politique étrangère, justement, Bayram Balchi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je conclue avec vous. Je vous demanderai donc d'être bref. Est-ce que vous pensez qu'en cas de victoire de Kemal Kılıçdaroğlu, la Turquie va aller vers un changement de politique étrangère? Je ne pense pas. Je pense que c'est la politique extérieure. D'une manière générale, il y a une espèce de consensus. La Turquie, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, continue à avoir le même positionnement, la position de médiatrice, d'arbitrage. Ça, c'est la première. La deuxième, je pense que les questions qui fâchent entre la Turquie et l'Occident sont encore là. C'est-à-dire que l'interventionnisme de la Turquie en Libye, en Syrie, je pense que ça va être une question qui va aussi poser des problèmes donnés pour le gouvernement à venir. La seule chose qui pourra changer, c'est que le ton, le style va probablement changer. Il n'y aura plus un discours vindicatif, musclé. Ce sera probablement un discours beaucoup plus soft. Et ce sera le début d'une possible amélioration aussi de l'image de la Turquie ces dernières années, qui est devenue un peu trop belliqueuse. Et je pense que ça va changer. Merci beaucoup, Bayram Balchi. Je rappelle que vous êtes donc expert ou spécialiste de la Turquie, de la politique en Turquie.
Et vous êtes également professeur, doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous en direct par Skype depuis Paris. Merci à Gamal Labina, qui est expert en questions internationales, qui était également avec nous par Skype depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une couverture spéciale élections en Turquie. Au revoir.